Yorana et bienvenue dans Manava. Alors plus de la moitié des terres du Fénois sont en indivision. Nos invités vont nous expliquer comment sortir de ce statut bien particulier et s'il est possible d'en sortir. Avec moi aujourd'hui Nelly Toumahey qui est médiatrice foncière agréée, Denis Doyen qui est généalogiste agréé, Yorana. Sylvie Clark qui est responsable de la section de l'information et d'accès aux documents fonciers et généalogiques, la CSIAD, la SIAD. Yorana. Sylvie Besser qui est gestionnaire des dossiers d'aide individuelle en vue de favoriser la sortie de l'indivision immobilière, l'AISI. Yorana. Ravi de vous accueillir sur ce plateau tous les quatre pour un sujet fort intéressant et qui touche pas mal de monde en Polynésie. Sylvie, est-ce que tu peux nous donner une petite définition toute simple de ce qu'est l'indivision ? Alors, on parle d'indivision dès lors qu'on n'a plus d'un propriétaire, tout simplement. Ce qui est assez fréquent en Polynésie ? Très fréquent en Polynésie. De toute façon, dès lors, en fait, on peut parler d'une petite indivision, tout simple. Il suffit qu'il y ait une acquisition qui est faite par un couple, déjà, le couple. Donc, il n'y a pas de contrat de mariage. Là, va naître une indivision. Mais là, en Polynésie, on a tendance à parler de l'indivision, mais qui remonte à des origines beaucoup plus lointaines. Et c'est une indivision plus compliquée après à gérer, vu le nombre de personnes concernées par ce type de... On va dire ce type de problème. On va appeler ça un problème parce que c'est un problème. Alors justement, on va essayer de faire un petit peu d'histoire avec Denis pour comprendre, on va dire, la genèse de ce problème et comment on peut le dérouler, ou toujours ce que vous faites vous tous les jours pour faire en sorte que ça se passe bien. Denis, à partir de quand les problèmes d'indivision sont apparus en Polynésie ? Alors, je crois qu'il faut justement faire un petit peu d'histoire et comprendre ce qui s'est passé, je veux dire, à partir de 1843, puisque l'État français a instauré le protectorat et l'annexion déjà aux Marquises, puis le protectorat à Tahiti. Et pour s'installer, je dirais, de manière physique, il fallait que l'État français ait des terres. Et donc, ça a commencé par l'instauration de l'état civil, puisqu'il fallait qu'on connaisse les propriétaires de ces terres, mais avec un modèle, je veux dire, français, européen aujourd'hui, qui n'était pas du tout ce qui existait ici à Tahiti, notamment, ou dans le royaume Pomaré. Donc, on va dire une forme de télescopage culturel et administratif entre deux mondes. Tout à fait. Donc, 1850, création des titres de propriété. Alors, 1852, mise en place de l'état civil et le titre de propriété mis parallèlement en place pour... Chose qui n'existait pas avant. Non. On fonctionnait comment ? Il n'y avait pas de... je vais dire, le Polynésien n'était pas propriétaire de la terre. Il n'y avait pas de propriétaire. C'était un clan qui vivait sur une terre, un terrain. Et voilà, tout le monde en avait l'usage. On savait qui vivait où et comment. Et il y avait une forme, je vais dire, et il y a une forme d'entente en fait. C'était établi et c'était entendu. Tout à fait. Tout à fait. Je t'écoute, vas-y. Oui, effectivement, c'est bien un télescopage de deux cultures, puisque avec le Code civil, l'indivision est considérée comme une exception, pas rester ensemble propriétaire d'un bien. En revanche, au niveau tradition, l'indivision, c'est une tradition polynésienne. On l'appelle même en polynésien, en tahitien, Fofa Amui, gestion communautaire. On est rattaché à sa terre, à son clan, par la terre. Je suis rattaché à mes ancêtres par ma terre. Je suis rattaché à mes fétis par la terre. Et la notion de terre, chez les Polynésiens, elle est vraiment viscérale. Donc, d'où le télescopage, puisque la terre, dans nos traditions, est tantôt une divinité, tantôt un animal, voire quelque chose en mouvement. Donc, en mouvement symbolisé par un va'a. Voilà, un va'a qui va prendre ancrage sur la terre. Et ce va'a, symbolisé par un marais. Le marais, c'est la symbolique de pierre du va'a, de la pirogue qu'on a mis sur la terre à laquelle j'appartiens. Et sur ce marais, je mets ma descendance avec mon poufénois. Voilà, on plante le poufénois, le noyau de terre
dans le marais qui est le tabernacle de ma famille. Donc, de fait, c'est comme ça que se définit la terre en Polynésie et le télescopage avec Oui, le c'est code intéressant de civil. voir qu'il y a l'administratif et le culturel. Donc, il faut Ouais. essayer de combiner les deux. Alors, mesdames, Sylvie et Sylvie, vous êtes, alors, vous êtes, tout le monde est dans la pratique, mais vous, en plus, vous avez ces différents dossiers à traiter. J'aimerais vous expliquer en quelques mots, Sylvie Besser, quelle est la mission de l'Asie? Et même question ensuite pour toi, Sylvie. Là, on parle du partage successoral. Je précise bien que l'ASY, c'est vraiment le partage successoral. Aujourd'hui, les gens, parfois, ils viennent me voir. Hein. Il y en a pas mal de personnes qui viennent pour le partage, mais à condition que les gens soient d'accord, les parties soient d'accord. Donc, ça veut dire qu'elles sont peut-être passées par toi d'abord pour essayer de trouver une entente. Et ensuite, elles viennent te voir pour Pas l'application. forcément. De toute façon, je savais qu'il n'y aurait pas une seule réponse, on pourrait me répondre oui ou non. Sur la division, on sait Pas que... Voilà. forcément. Alors, il y a de l'amiable, il y a du judiciaire. Après, nous avons un protocole avec les médiateurs. En général, on passe par le médiateur, on essaye de poser les choses. Ça serait la première étape, on va dire. Alors, l'administré est libre effectivement, moi, je vais défendre, motiver la médiation, puisque Je dirais que le bon sens voudrait qu'on commence par la médiation. on peut aussi, sans le médiateur, s'entendre Oui. dans la famille. Hein. Ça serait le top. Voilà, s'entendre dans la famille, commencer à constituer sa généalogie, commencer aussi à rattacher sa généalogie aux terres, et puis après voir avec l'administratif qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire des biens qu'on veut gérer en communauté ou les biens dont on veut sortir. Sylvie, toi, tu interviens dans quel domaine? En fait, moi, je tiens juste à compléter ce que Mme Besser vient de dire par rapport à l'ASY. En fait, quand on parle d'ASY, c'est une aide financière. Voilà. Donc, c'est une aide financière pour aider les familles justement à sortir de leur problème d'indivision. Et la résultante, c'est le partage. Voilà. Comme elle l'a précisé, donc en fait, cette aide financière, elle pourrait être attribuée à un bénéficiaire, quelqu'un qui va remplir, il y a des critères d'éligibilité bien sûr à remplir, et c'est un membre de la famille qui va en faire la demande. Ensuite, elle a précisé que c'était uniquement les partages qui sont successoraux. Donc, on parle bien d'une succession qui vient d'une succession. Et donc, ça veut dire que le propriétaire, à l'origine, il est décédé quand on parle de succession. Oui. Donc là, il faut que ce soit bien clair. Ensuite, quand elle parle de partage amiable, en fait, c'est l'idéal. Et c'est pour ça, en fait, que ce dispositif a été mis en place, en fait. Il est incitatif, alors. Voilà, justement parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'indivision a tendance à déchirer les familles. Et souvent, où ça pourrait régler leur problème d'indivision, c'est devant les tribunaux. Donc, grâce à cette aide, on a voulu inciter les gens à s'entendre entre eux pour éviter justement d'avoir des délais plus longs pour résoudre leur problème de partage, de sortie d'indivision. Et donc, le fait de faire un partage amiable, donc généralement, qui se fera devant, bien sûr, un notaire, les délais seront plus raccourcis. Vous avez des délais prévus? Alors, initialement, quand on a mis en place cette aide-là, ce dispositif-là, les délais étaient de 5 années. Ensuite, suite à un audit qui a été réalisé, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait réduire les délais, il fallait qu'on les contrôle pour éviter justement que ça dure sur le temps. Donc, on les a ramenés à 3 ans aujourd'hui. Donc, généralement, au début, intervient le géomètre, voilà, qui va proposer, donc, faire un projet de partage, bien sûr, avec le consensus des familles. Il ne va pas faire tout seul dans son coin. Et ensuite, dès lors que les familles sont d'accord par rapport au projet qui a été proposé par le géomètre, ils iront directement voir le notaire. Le géomètre, généralement, il réalise ses travaux dans un délai de 2 mois, suivant le nombre de terres à partager, l'éloignement également aussi, si ce sont sur des îles vers les Tuamotu ou bien les Australes, on va accorder jusqu'à 12 mois quand même de travaux. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Oui. Et ensuite, il remet tous ces documents donc, au notaire pour établir l'acte de partage. Comment est-ce qu'on peut... Alors, pour sortir l'indivision, il faut établir la généalogie à partir du propriétaire d'origine. Denis, ça, c'est une partie de ton travail. Et comment est-ce que tu fais cela? Sur quel document tu t'appuies? Alors, c'est vrai que, compte tenu des consignes du tribunal foncier, quand on est au tribunal,
il faut justifier la généalogie par des actes d'état civil. Alors, il faut comprendre aussi qu'en 1852, quand l'état civil a été mis en place, c'était déjà un gros bouleversement et puis ça n'a pas fonctionné dès le début. Dès le début, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a des manques au niveau de l'état civil et des fois, moi, j'ai été confronté au fait qu'après recherche, je ne trouve pas les actes. Mais ceci étant dit, je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout l'accès aux bases de données qui est plus un peu problématique. La DAF, j'ai appris ça tout récemment, va nous donner un accès à leur base de données. Et ça, c'est très intéressant pour nous, généalogistes, parce que les généalogistes savent faire des généalogies, mais s'ils n'ont pas les actes ou les documents, Vous n'êtes pas magicien. on ne peut pas y arriver. Ouais, Quoi. si tu n'as pas les documents, tu ne peux pas le deviner. Voilà. Donc, ce sont des choses qui se mettent en place, je veux dire, tout doucement, mais l'important pour nous, généalogistes, c'est d'avoir accès à ces documents. La DAF en a beaucoup, le service des archives aussi en a beaucoup, et surtout les mairies. Les mairies, donc c'est toutes ces choses qui doivent être mises en place pour que les généalogistes puissent effectuer leur travail correctement, à partir des actes d'état civil. Maintenant, il y a beaucoup d'autres documents à partir desquels on peut avoir de l'information. Donc on parle des comités. Oui, et puis il y a des documents de bornage. Dès lors qu'on a de l'info, il y a le journal officiel de l'époque où il y a beaucoup d'informations et qui nous permettent à nous, généalogistes, de réaliser les généalogies qui vont être nécessaires à cette sortie d'indivision. Je veux bien que tu nous expliques, j'ai parlé du comité parce qu'on entend régulièrement parler quand on parle d'indivision. Comment est-ce que ça a été créé et pourquoi ? Qu'est-ce qu'un comité et comment un comité, pour faire simple, c'est un titre de propriété. C'est un titre de propriété et comme je disais au début, l'État français, quand il s'est implanté, on était sur le modèle français. Donc, il fallait un propriétaire ou des propriétaires par rapport à une terre. Voilà, donc au début, ça a été du déclaratif, c'est-à-dire que les gens venaient. Oui, j'ai vu les gens venaient. Gens venaient, ils déclaraient, c'est moi le propriétaire. Ils avaient 1 an pour se déclarer et 3 mois pour contester. Voilà. Et puis, il y en a qui avaient l'information, mais il y en a qui n'avaient pas l'information. Donc, on est aussi déjà sur une partie du nœud. Déjà, ça commence. La difficulté commence. Déjà, rien que là, à l'origine. Après, dans une famille, par exemple, qui allait déclarer, c'était l'aîné. Droit d'aînesse. C'était l'aîné. Donc, la terre était souvent mise au nom de l'aîné. Donc, aujourd'hui, quand on raisonne aujourd'hui, il y a peut-être toute une famille derrière, mais le propriétaire, c'est l'aîné. Voilà toutes les difficultés qui s'imbriquent les unes dans les autres et qu'on doit régler aujourd'hui, quoi. Nelly et Sylvie, quand j'imagine que ce sont ce sont des choses que vous entendez tous les jours. Comment est-ce qu'on réussit à faire entendre à des personnes, tout le monde est de bonne, moi j'imagine dans l'absolu les gens sont de bonne foi et que chacun veut pouvoir s'installer tranquillement chez soi, mais comment on réussit à faire entendre, parce qu'il y a de la passion, il y a de la culture, il y a parfois aussi peut-être du ressenti, sur ce que vient de dire Denis, comment est-ce qu'on réussit à faire entendre par le biais de la loi, parce que là la loi s'en mêle aussi, comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que tout le monde s'assied, se pose et qu'on trouve une solution. Ma question était un peu longue, mais le sujet est complexe. Oui. Déjà, le passé, il est figé, il est ce qu'il est, et les difficultés sont là. En médiation, j'amène les familles à voir le sujet de la masse successorale comme une force, non pas comme un problème. Je voudrais rebondir sur ce qu'on a dit, l'indivision. Non, c'est une force, l'indivision. Maintenant, cette force, il faut l'organiser. Et c'est là qu'il faut dépasser, se dire c'est difficile, mais au contraire se mettre ensemble. Et puis au niveau de la médiation, c'est là qu'on est les facilitateurs, médiateurs, facilitateurs pour que les familles prennent en main ce sujet qu'elles ont. Si on ne le fait pas, on fait que reporter le problème. Absolument. On est d'accord, on décale sur la génération d'après, on va dire. Exact.
Et est-ce que c'est une prise de conscience qui est de plus en plus actualisée, que les gens, bon, alors en plus les aides que vous avez mis en place, comme je l'ai dit, sont incitatives, donc ça c'est très bien. Mais est-ce que les familles comprennent qu'il faut arrêter de déporter le problème? Oui, absolument, puisque il y a plein de dossiers, aussi bien à la DAF avec les dispositifs existants comme au tribunal. Donc, les familles sont conscientes et elles sont en quête de voilà, sortir ou faire face à ce sujet-là. Le rôle des médiateurs, c'est effectivement d'être à l'écoute. D'être à l'écoute et de les amener par le questionnement, par une méthodologie, de remettre du lien dans la famille et aussi de mettre de l'amour dans la famille, parce que avec ce télescopage-là du code civil et de la tradition, eh bien, c'est comme si on est en gêne d'être à côté d'un cousin, alors qu'on remonte du même tupuna. Chacun va aller faire sa propre recherche, et alors qu'on remonte du même tupuna. Donc, en mettant du lien, la famille, dans beaucoup d'écoute, la famille chacun va donner sa perception de la situation pour que les choses soient déposées, et maintenant de construire vers le futur. Sylvie, les notions incitatives fonctionnent bien. Les familles viennent vers vous et se disent: on va vous confier notre problème, aidez-nous et on va le régler. Je simplifie, mais... C'est exactement ça. Mais bon, après, aujourd'hui, le souci, c'est que les personnes ne connaissent pas leur histoire. C'est de là que découle où il y a vraiment de gros soucis. Ils ne connaissent pas leur histoire. Je veux dire, ils ne connaissent pas leur terre. La genèse de ce dont parlait Denis tout à l'heure. La généalogie, ils ne connaissent pas du tout. Donc aujourd'hui, on a un gros souci sur ça. Donc j'essaie de les guider, mais parfois ça remonte trop loin. Les générations remontent trop loin. C'est difficile de faire un partage quand ça remonte trop loin sur de l'amiable. Est-ce que, voilà, alors ça c'est à l'amiable. Et quand un sujet, Sylvie, un sujet à l'amiable, enfin un dossier à l'amiable n'aboutit pas, ça passe en tribunal. Sur quelle base le tribunal va statuer ou va prendre une décision? Eh ben, il va vérifier d'abord les droits de chacun pour justement voir si déjà chacun peut, déjà par rapport à leur qualité à agir, s'ils descendent bien de l'auteur. Ils sont légitimes. Voilà, exactement. Et ensuite, il va définir la quotité de chacun, des droits de chacun. Par contre, moi, j'aimerais rebondir juste pour compléter par rapport aux propos de notre généalogiste. La DAF a bien une base de données, donc d'informations généalogiques, mais ne dispose pas d'actes d'état civil. Donc, les actes d'état civil sont à retirer auprès des communes. Oui, c'est ça. Voilà. On a déjà fait une émission sur la DAF, on voit qu'il y a un gros travail qui est fait parce que c'est toute l'histoire d'un pays, quoi. Donc ça demande beaucoup de travail et de pouvoir combiner les différents dossiers. Et ensuite, on parle de tomité. C'est très, très bien. Donc, le tomité, c'est l'histoire, c'est l'origine d'une terre. Mais généralement, quand on reçoit notre public, avant de parler de l'origine, on leur demande aujourd'hui d'aller vérifier qui en est propriétaire déjà. Donc, un des moyens pour vérifier le propriétaire aujourd'hui qu'on dispose, c'est le cadastre aujourd'hui. Voilà, intéressant. Donc, voilà. Venez avec les documents. Exactement. Et on pourra commencer à discuter. Voilà. On va dire. Déjà, il y aura un propriétaire qui va être identifié, c'est de comprendre comment cette personne elle a été identifiée comme propriétaire. Et au lieu de partir de l'origine, alors qu'on sait que des siècles ont passé, donc là, ça a évolué. Donc, il faut comprendre déjà, le propriétaire aujourd'hui a été identifié, comment lui en est devenu propriétaire, et c'est de remonter ensuite. Et non de faire l'inverse, depuis le tomité et faire des revendications et entrer dans un engrenage foncier où après on a du mal à s'en sortir. Parce qu'après, il y a de la passion. Exactement. Oui. Mais après, c'est donner même de faux espoirs des fois aux familles quand même. Ils remontent, des fois ils font des recherches, ils vont voir si c'était leur ancêtre en était propriétaire. Mais ils ne savent pas tout ce qui a découlé depuis. Il y a eu des ventes, il y a eu des donations, il y a peut-être eu des testaments. C'est pour ça qu'il est important de comprendre déjà la situation d'aujourd'hui pour après comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement par le passé. On a parlé là, on parlait aussi de succession. Et quand, par exemple, des frères et sœurs demandent un partage, est-ce qu'on est sur le même type de dossier? Alors, ils ne pourront pas bénéficier s'ils demandent un partage, leur père, leurs parents, le bien vient de leurs parents, sont décédés, bien sûr, ils pourront peut-être prétendre à être éligibles au dispositif d'aide à la sortie d'indivision. Parce que là,
comme je vous ai dit, né une indivision au décès d'un parent aussi. Donc, oui. Je suis sûr que vous me dites oui, mais est-ce qu'on peut sortir dans la prochaine génération de l'indivision, en tout cas la simplifier? Alors, vous n'êtes pas magicien, une fois encore. Moi, je vois, quand on travaille sur les dossiers, les émissions qu'on présente, on voit la somme de travail que c'est et qu'il y a une vraie implication du pays pour sortir de ce problème, parce que c'est un problème. Mais est-ce que, je sais pas, Nenny, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut estimer que dans 10-15 ans, parce que ça prend du temps, on aura simplifié déjà une partie des dossiers Ça a déjà été fait, ça a déjà été pensé par le pays. Il y a le dispositif, celui dont on parle de partage par souche, justement, où il n'y a pas besoin d'avoir tous les 2 co-indivisaires qui soient présents, mais juste un représentant par souche. Donc, c'est pour simplifier la procédure. Ça, c'est bien. Voilà. Ça a été fait. Ça a demandé une modification quand même du code civil qui a été accordée par les législateurs français. Mais c'est un dispositif qu'ils ont accepté uniquement sur une période de 5 ans. Donc, en fait, ce dispositif va s'arrêter fin décembre 2028. Et après, il sera reconduit ou ça sera un autre? En fait, tout dépend. Là, aujourd'hui, on n'a pas eu tant de demandes que ça. Mais pour avoir eu des cas qui se sont présentés à nous, des personnes qui sont venues vers nous, c'est une solution parce que leurs problèmes ont été résolus en moins d'1 an devant les tribunaux. Ah, c'est pas mal, ça. Voilà. C'est bien. Parce Dès que lors si qu'ils c'est un vrai s'entendent, problème en fait. de famille, ça crée les fameuses tensions dont tu parlais en interne. Exactement. La famille en Polynésie, c'est un socle, c'est quelque chose de très très important. Et quand il y a ces problèmes d'indivision de terrain, ça crée des tensions. Et ce dont tu parlais fort justement, cette unité, elle peut être un petit peu friable et c'est dommage parce que c'est l'unité de la Polynésie. C'est la base même sociétale de la Polynésie, la famille, le opufeti, le ventre. Donc c'est la base même sociétale de la Polynésie. Et la voie amiable, par la médiation, justement, amène les familles à se remettre en lien, parce que c'est pas un sujet de terre. La terre, elle va le rester, mais c'est un sujet de personne, c'est un sujet humain où des choses humaines vont être regardées de façon différente. Elles vont être regardées sur la possession, l'envie, voire la spoliation. Donc, c'est après de ramener ça sur c'est quoi l'intention réelle et profonde une fois que ces sujets sont déposés, entendus, et que la famille, après, amène à avoir un regard collectif pour servir l'intérêt du bien individu, du bien communautaire qu'elle possède. Et au lieu de prendre un gros morceau, on va faire, parce que les familles polynésiennes sont propriétaires de masse foncière conséquente, donc de commencer par une feuille de route où cette terre-là, elle est plus facile à sortir ou à gérer en indivision, en famille. On voit que tu es habitué à présenter les choses et faire en sorte justement que de faire entendre raison. Bravo, le discours est très clair. Denis, est-ce qu'on a des exemples de nos cousins polynésiens, on va dire sur le bassin polynésien, qui auraient le même problème ou alors qui ont le même problème et qui, eux, ont une façon de le traiter différemment? Oula. Alors je dis Denis, mais mesdames... Oui, j'allais renvoyer la question à mesdames. Oui, j'ai vu à ton regard. Oula. Sylvie, est-ce que vous avez, dans vos expériences, ou Nelly bien sûr, nos voisins polynésiens ont les mêmes problèmes et ils les traitent différemment ou c'est propre à la Polynésie et c'est notre problème à nous? Moi, je dis que c'est propre à la Polynésie. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai, c'est propre. Alors, je n'ai pas... ma approche, c'est effectivement, c'est de remettre en amour et en écriture nos traditions. Oui, c'est le code civil qui s'applique pleinement ici en Polynésie. Maintenant, il y a aussi, comme Portalis, le père du code civil, a écrit, il écrit que les lois sont faites pour les hommes et les femmes, bien sûr. Donc, nous, ici, on n'a que le code civil. Mais maintenant, pour rallier nos traditions, notre gestion communautaire des terres, notre façon aussi de vivre en famille, c'est de rattacher nos traditions au code civil. Et ça, c'est des pans de compétences civiles
à obtenir, alors dans le bassin polynésien, dans le bassin du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, la coutume est rattachée à Wallis et Futuna, la coutume aussi est rattachée. Nous, et ça c'est du domaine du politique, du domaine du politique, à justement se dire, c'est quoi et on va commencer par quoi? Pas tout de suite vouloir toutes nos traditions, mais pour ramener des choses plus paisibles au niveau de la gestion de notre foncier. Et alors, ça fera office de conclusion. Le sujet était très vaste, très intéressant à travailler. Je pense qu'on fera encore d'autres émissions dessus pour pouvoir vous laisser un peu plus de temps, n'est-ce pas, Sylvie? Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Puis on se dit qu'en fait, il faut se poser un petit peu et retrouver, on va dire, quelques valeurs et les adapter au monde moderne. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Je pense qu'on se reverra bientôt. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.